Hey, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non? Bana Mboka Bazo Buka Mukongo, Bana Poto Bazo Beta Nintendo. Mais, We Hustle International Playboy, PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une philanthrope, une femme qui dénonce, une warrior, celle que l'on nomme Maggie Ikulu. Take a seat. Salut, Comment tu vas, Maggie? je vais bien, merci pour cette introduction. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous pour l'invitation. Tu viens de loin. Ouais. Tu as pris la route. Et au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions sincèrement, Maggie. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Donc, je m'appelle Maggie Koulou, j'ai 31 ans, je suis juriste et politologue de formation, je suis maman et je suis également militante antiraciste, décoloniale et afroféministe. Magnifique. On va retracer le parcours, forcément. Déjà, je veux que tu nous parles de ta jeunesse à Bukavu, s'il te plaît. Je suis née en 1992 à Bukavu et... 92, hein. Ouais, 92, c'est vrai, en France on dit 92. Donc je suis née en 92 Ouais. à Bukavu, qui est donc une ville à l'est du Congo, une ville frontalière au Rwanda en fait. Et malheureusement, mon enfance dorée, je dirais, n'a pas duré longtemps parce qu'en 1994, il y a eu le génocide des Tutsis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le génocide, il s'est répercuté sur une partie de la population congolaise à l'Est. Et en 1996, la guerre a véritablement été déclarée parce que les rebelles ont réussi à pénétrer, en tout cas dans ma ville, à Bukavu. Et c'est là qu'on a dû fuir. Mais dès 1994, on vivait un petit peu... on vivait dans l'angoisse permanente, quoi. Mais mis à part ça, moi, j'ai des très, très beaux souvenirs de Bukavu et de mon enfance. Et c'est ça qui fait que l'histoire est, à mes yeux, un peu plus dramatique parce que je me souviens très bien de la vie qu'on avait. C'était une très belle vie. On avait une très grande maison, une très belle maison. Mon papa, il était médecin, il était chef de clinique. Donc, honnêtement, on avait une vie aisée. On faisait partie d'une classe privilégiée. Je me souviens de mon école, de notre rue. Bukavu, c'était considéré comme une des plus belles villes du Congo. Ça, faut savoir, avant la guerre. Et on l'appelait Bukavu la Belle, en fait, parce que c'était une ville très belle, très rurale, très paisible aussi, avec une météo très calme, très douce. Et beaucoup de personnes venaient à Bukavu pour les vacances, comme on va, je sais pas, dans le sud de la France, par exemple. Et c'était vraiment ça l'ambiance, avant que tout ne dégénère en 1994 et puis que ça parte complètement en cacahuète à partir de 1996. Et on entend souvent parler du Kivu aussi. Le Kivu, c'est la région ou c'est une ville qui est juste à côté de Bukavu? Ah non, donc le Kivu, c'est toute une région. Ok. Il y a le nord et le sud Kivu. Et puis Bukavu, en fait, c'est la capitale du sud Kivu. Et Goma, elle se situe, c'est la capitale du nord Kivu. Et donc, quand on parle des violences et de la situation à l'est, ça touche le Kivu, mais ça touche aussi des régions qui sont un petit peu plus à l'est, le Kasaï ou encore le Maniema, dont on ne parle pas. Mais en fait, là-bas aussi, il y a énormément de violences et des massacres, mais c'est encore plus silencieux parce qu'on n'en parle tout simplement pas. Et on est là aujourd'hui pour mettre un peu de lumière sur ce qui se passe là-bas. Et je te remercie une énième fois, Maggie. Tout à l'heure, tu nous parlais de Bukavu avant l'arrivée des conflits, etc. Moi, j'avais lu le livre de Cheikh Anta Diop qui justement parlait des ressources du Congo. À savoir, il parlait des minerais, des terres vraiment très riches, avec des grands fleuves, etc. Et que c'était une terre très convoitée.
Tu peux confirmer tout ça déjà? Bah oui, franchement, en fait, il faut savoir que le Congo, c'est l'un des pays les plus riches au monde en termes de ressources naturelles. Absolument. Et même pas seulement en termes de ressources naturelles, mais aussi en termes de biodiversité et en termes environnement. Il faut savoir que le Congo abrite le 2e poumon de la Terre. C'est-à-dire que là, le premier, c'est l'Amazonie. Sans l'Amazonie, on ne pourrait pas avoir l'air, on ne pourrait pas respirer aussi bien. Et ben, il faut savoir que le Congo, c'est le 2e poumon de la Terre. Et juste ça, c'est énorme de se dire qu'en fait, ce pays-là, il abrite une richesse aussi bien en termes de minéraux qu'en termes de biodiversité, en termes de population, une richesse énorme, mais elle est exploitée pour sa richesse et malheureusement, ce n'est pas la population qui bénéficie de ces richesses-là. Et parle-moi cette fois-ci de ta fuite, la fuite de la famille. Comment ça s'est déroulé? Parce que moi, j'ai vu ici et là, tu disais que tu savais même pas si ton père était en vie. Vous êtes parti un peu en catastrophe grâce à Joseph, notamment, qui était votre gouvernant. Moi, je veux que tu me parles de tout ça. Je sais que finalement, je ravive des souvenirs qui sont un peu douloureux, mais on a besoin de tout comprendre. Donc, effectivement, ça ravive des souvenirs très douloureux, mais honnêtement, si mon histoire peut permettre de comprendre aux gens ce qui se passe et surtout peut permettre de donner à des millions de Congolais qui vivent encore des violences comme ça à l'heure actuelle, ben voilà, j'en parle avec beaucoup de plaisir pour mon peuple, pour les Congolais qui souffrent encore aujourd'hui. Donc nous, on a fui, je ne sais plus quand exactement, mais c'était en 1996 qu'on a dû fuir au moment où des rebelles ont attaqué Bukavu et ont pénétré le centre de la ville. Nous, on habitait sur l'avenue de l'Hippodrome, c'est assez central comme partie de la ville. Et en fait, comme tu l'as dit, c'est Joseph, notre homme à tout faire, qui nous a prévenus et qui a dit, ils sont là. Si vous ne fuyez pas, je pense qu'ils vont nous tuer. Et ma mère, elle n'a pas réfléchi 2 secondes. Mon père, il n'était pas à la maison parce qu'il était au travail. Et comme je l'ai dit, il était chef de clinique, c'est un poste à responsabilité. Et il travaillait déjà avec des femmes qui vivent beaucoup de violences à l'est du Congo. Et comme depuis 1994, la situation était un petit peu extrêmement anxiogène, je dirais, et assez problématique, il y avait déjà des violences, mais pas au point où on devait fuir. On arrivait encore à résister. Et donc, lui, il travaillait avec les déplacés qui venaient de l'Est et qui venaient aussi du Rwanda. Il travaillait beaucoup avec des femmes comme les gynécologues et il réparait des femmes. Et donc, le jour où Joseph vient nous prévenir qu'on part, moi, je me souviens parce que j'étais en train de jouer dans la chambre et ma mère, elle est venue en catastrophe, elle a pris un pagne, elle l'a étalé sur le lit et elle a pris juste quelques affaires et elle nous a dit on y va. Et moi, je comprenais pas, je lui demandais mais on va où? Parce que papa est pas là, on va où? Et elle nous a dit on part parce que si on reste, ils vont nous tuer. Et donc, elle nous a pris, ma sœur et moi, mon frère, et on est partis. Et la fuite a pas duré longtemps. Hein. Très, très vite après, on s'est fait rattraper par des rebelles. On est tombé sur un rebelle qui nous a arrêtés, qui nous a demandé de nous mettre à genoux. Il avait une mitraillette. Je m'en souviens parce que de mes yeux d'enfant, ça paraissait énorme. Et il a pointé le bout de sa mitraillette sur le front, ici, sur le front de ma mère. Et nous, on était à ses côtés, à genoux, et elle nous mettait derrière pour nous protéger un maximum. Et on pleurait, on était en train de supplier qu'il ne nous tue pas. Il a chargé son arme et on a cru qu'il allait tirer. Et heureusement, en fait, c'est ma grand-mère qui était encore avec nous à ce moment-là, qu'il a réussi à le convaincre en swahili en lui disant « On n'est pas rwandais, on est juste des citoyens, on est innocents, laisse-nous partir, s'il te plaît. » Et du coup, il nous a laissé partir en nous prenant tout, certes, y compris les vêtements qu'on avait sur nous, déjà qu'on n'avait pas grand-chose. Mais donc, il nous a tout pris, il nous a dépouillés littéralement. Et puis, il nous a dit, on compte jusque 3. Je compte jusque 10, partez. Et donc, on s'est levé, il a compté. Mais avant d'arriver à 10, il s'est mis à tirer. Heureusement, on n'a pas été touché par ces balles. Ah, c'est horrible. Et tu sais, nous, il y a quelque temps, on avait reçu Jean-Baptiste Alaise. Je ne sais pas si tu le connais, mais en tout cas, c'est un athlète qui est en situation de handicap et qui, justement, aussi a... Ah oui. Ça te parle. Qui est d'origine rwandaise. Qui vient du Burundi. OK. Et justement, lui aussi a été frappé par ça, par l'agression des Hutus, justement. Moi, je veux savoir déjà, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, à savoir
quels sont les pays qui sont touchés également par ça? Parce que parfois, il y a des fuites vers d'autres pays. Effectivement. En fait, donc faut savoir que à l'est du Congo, il y a plusieurs pays qui sont frontaliers. Donc il y a le Rwanda, il y a le Burundi et puis il y a l'Ouganda. Et donc quand il y a eu le génocide, les Rwandais, que ce soit les Hutus ou les Tutsis, ils ont fui au Burundi et ils ont fui dans le sud et dans le nord Kivu. Et donc ce sont les régions qui ont été le plus impactées. Donc au au Burundi, là où il y a la frontière avec le Congo, ces populations-là ont aussi été impactées par le génocide et ont aussi subi énormément de massacres et de violences. Également, les populations à l'est du Congo. Donc moi, je dirais que ce sont les pays qui ont été le plus impactés. Et parmi les pays, disons, qui étaient dans tout ce chaos, il y a aussi un pays qu'on ne cite pas souvent, mais qui est l'Ouganda, en fait. Ok. Ouais. D'accord. T'as bien raison, parce que pour l'Ouganda, je l'ignorais, sincèrement. Et à qui profite le crime? À plusieurs personnes, disons, pour résumer le tout, je dirais à des grandes puissances internationales, que ce soit intra-africaines ou européennes, occidentales. Ça profite à des grandes puissances, ça profite à des grandes multinationales qui s'enrichissent sur le dos de la population congolaise et qui n'hésitent pas, en fait, à exploiter la population locale, y compris des enfants. Voilà. Et ça se traduit par quoi quand tu parles des enfants? Ça se traduit qu'en fait, aujourd'hui, il a été prouvé qu'il y a des enfants qui travaillent dans des mines en toute illégalité pour extraire des richesses comme le cobalt ou le coltan. Absolument. Parce que en fait, on leur vend de l'argent, de la survie, parce que ces personnes-là n'ont pas grand-chose et on leur dit, si vous travaillez pour nous, on vous donnera des sous, sauf qu'ils sont sous-payés. Ils travaillent pendant des heures dans des conditions ignobles. Déjà, aucun enfant ne devrait travailler, ça c'est sûr. Mais voilà, quand tu n'as pas le choix, quand tu vis dans la misère et que tu veux ne fût-ce que manger, tu travailles pour gagner un petit peu de sous, pour t'acheter de quoi manger et surtout faire vivre ta famille. Ces grandes multinationales-là vont vendre des sous à ces enfants en leur disant, voilà, on vous donne de l'argent et en échange, vous allez nous extraire du coltan ou du cobalt. Mais ils sont envoyés dans des mines, donc les mines sont sous terre, donc c'est des conditions extrêmement dangereuses pas seulement d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue de la santé mentale. Ce sont des conditions en fait inhumaines parce qu'ils travaillent déjà dans des petites caves comme ça, sous terre. Ils ont souvent pas de lumière, ils ont pas de quoi manger. Ils respirent des toxines, en fait, qui font qu'en fait, ils développent des maladies comme des cancers très, très vite, ces enfants. Et puis, ils travaillent des 9, 10, 13 heures, parfois plus, et ils sont extrêmement sous-payés. Déjà qu'un enfant ne devrait pas travailler, mais en plus, c'est vraiment de l'esclavage moderne, en fait. Et sans transition, pour revenir sur l'aspect familial, est-ce que toi, tu as perdu des membres de ta famille dû à des descentes? Oui, donc déjà, on a perdu une grande partie de nos voisins. Un de nos voisins à nous s'est fait tirer une balle dans la tête pendant la fuite avec nous et ses enfants à côté. On a perdu des amis aussi, mais j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas perdu mes parents ni mes frères et sœurs. On a tous réussi à survivre et à se retrouver plus tard. Et aussi ma grand-mère, dont je parle beaucoup dans mon récit, et que j'ai dit que je l'avais perdue dans un fleuve, c'est vrai, parce qu'en fait, au moment où on traversait le fleuve, le courant était trop fort. Et donc, elle a dû arrêter pour ne pas être emportée par le courant. Et nous, on a continué. Et on a perdu sa trace à ce moment-là, parce que quand on s'est retourné, elle n'était plus là. Mais on a découvert par la suite qu'elle était encore en vie. Donc, elle n'est heureusement pas morte dans ce fleuve. Elle est morte après, de vieillesse. Gloire à Dieu. Qu'elle repose en paix, en tout cas. Et tout à l'heure, on parlait des pays voisins qui étaient touchés. Et Congo-Brazza? Alors, le Congo-Brazza, il est vraiment à l'ouest. Donc, il n'a pas vraiment été impacté par ces guerres parce que... Il n'y a pas eu de fuite vers là-bas? Sûrement qu'il y a des Congolais qui ont fui vers le Congo-Brazzaville, qui n'étaient pas en guerre officiellement. Mais en tout cas, nous, on n'a pas été au Congo-Brazzaville, quoi.
Et comme c'est un pays qui est vraiment à l'ouest, il n'était pas trop en lien avec les situations à l'est dues au génocide et puis à la guerre qui a éclaté après le génocide. Merci pour cette précision, Maggie. Et tu disais que vous étiez parti et que vous avez dû traverser un fleuve qui était très dangereux. Tu disais même que ta mère était à 2 doigts de se noyer et que c'est ton frère qui l'avait, avec beaucoup de courage, réussi à la récupérer. Toi, c'est des images qui restent intactes en toi? Oui. Parce que tu étais relativement petite. Moi, j'avais 4 ans. Et il y a parfois, si tu veux, le cerveau protège aussi l'individu. Alors, c'est vrai. Moi-même, en fait, pendant longtemps, je croyais que c'était des cauchemars que je voyais dans mes rêves. Parce que quand on est arrivé en Belgique, il faut savoir que j'avais déjà des PTSD, donc du syndrome post-traumatique, et je faisais tout le temps des cauchemars, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et dans ces cauchemars, je revoyais certaines scènes. Et je ne comprenais pas parce que personne m'avait expliqué en tant qu'enfant, tu vois des scènes, mais tu ne comprends pas. Donc moi, je pensais que c'était juste des cauchemars ou que c'était le fruit de mon imagination. Et en fait, un jour, je parlais à ma sœur, je disais, est-ce que tu te rappelles de quand on vivait à Bukavu? Puis elle me disait oui. Et elle m'a dit oui, je me rappelle. Et je lui ai dit, est-ce que tu te souviens de quand on a fui la guerre? Et elle me dit oui, je me souviens. Et de là, elle a le réflexe de me dire, mais toi, tu étais trop petite, tu te souviens pas. Et je lui dis, mais dans mes rêves, je vois quand même certaines scènes. Et puis elle me dit, quelle scène? Et là, je lui raconte cette scène. Et elle me dit, tu te souviens de ça? Et je lui dis, bah oui. Et récemment, en fait, ma mère a regardé mon interview, une de mes interviews. Et elle est venue, elle m'a appelée, elle m'a dit, je savais pas que tu te souvenais de cette scène quand j'ai failli mourir. Et je lui ai dit, mais oui, maman, je me souviens. Et je me souviens de beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Parce qu'il faut savoir que moi, j'avais 4 ans, mais j'ai absorbé énormément de choses. Parce que c'est l'âge où tu absorbes le plus. Ma sœur, qui, elle, avait 6 ans, par exemple, elle, sa mémoire traumatique, elle a joué le rôle de lui effacer une grande partie de ses souvenirs. Donc, ma sœur, elle a beaucoup moins de souvenirs que moi. Tandis que moi, en fait, je me souviens de quasi tout par ordre chronologique et je serais capable d'expliquer, en fait, comment, comme je l'ai fait, comment les événements ont commencé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché. Je ne l'explique pas comment ça se fait qu'une enfant de 4 ans peut se souvenir d'autant de choses, mais voilà, c'est ainsi et je dois vivre avec ça et trouver la force d'en faire quelque chose. Et c'est ce que j'essaie de faire en partageant mon histoire. Et t'es brave, sincèrement. Et vous êtes dirigé en direction de Kinshasa. Oui. Pourquoi vous n'avez pas posé vos valises définitivement là-bas? Parce qu'on n'avait aucun repère à Kinshasa. Ma mère, elle n'a jamais vécu à Kinshasa, nous non plus. Et donc, je pense que ma mère ne se voyait pas rester dans une grande ville où elle ne connaissait personne, tandis qu'elle avait de la famille en Belgique. Et donc, Kinshasa, ça a vraiment été juste un point d'arrêt, le temps de retourner en Belgique où elle s'est dit on serait en sécurité. Et dès le moment où on a fui, je pense que, enfin, je ne pense pas parce qu'elle me l'a dit après, mais ma mère ne voulait plus rien avoir à faire avec le Congo. Elle avait à peu près mon âge quand on avait fui, donc 31 ans, 32 ans. Elle était extrêmement traumatisée. C'est-à-dire que même après, quand on a eu l'occasion d'y retourner, elle a refusé catégoriquement. Et jusqu'aujourd'hui, elle nous dit « Je ne remets plus les pieds au Congo » parce qu'elle a été profondément traumatisée, en fait. Donc pour elle, je pense que c'était juste impossible de rester au Congo, où que ce soit. Et du coup, pas non plus à Kinshasa, bien que c'était la capitale et que c'était assez protégé. Et je pense qu'elle avait besoin de retourner dans un lieu où elle se sentait paisible et auprès de sa famille, des siens, puisqu'elle pensait quand même avoir perdu une partie de sa famille ici, notamment son mari, un de ses fils qui avait fait le choix de retourner voir son père, mais elle ne savait pas si elle allait le retrouver aussi. Elle avait perdu sa grand-mère, sa mère, enfin... Donc, en fait, je pense qu'elle avait besoin pour se protéger de quitter le Congo et faire table rase du passé. Et tu sais, quand je parle avec les Congolais, ils sont politisés, mais très jeunes. On nous parle du roi Baudouin, on nous parle de Léopold, du roi Léopold, etc. Et ils en parlent avec des termes peu élogieux. Et à raison, j'ai presque envie de te dire. Mais toi, c'était quoi ton avis là-dessus? Ah là là. Ben, faut savoir que les violences qui ont commencé avec la guerre en 1996 officiellement, en fait, ce sont des violences qui peuvent trouver leur origine dans la colonisation. Et il faut le dire et l'assumer.
Parce qu'en fait, la colonisation belge, elle a jeté les prémices des violences ethniques et puis de l'exploitation surtout, l'exploitation des richesses et l'exploitation de la population locale. La colonisation belge, elle a commencé en 1885, elle s'est terminée en 1860, soit près d'un siècle. Il faut savoir que la Belgique, c'est un pays qui n'existe que depuis 1830. Donc, depuis 1830 jusqu'à 2024, il y a près d'un siècle de l'histoire de la Belgique, près de la moitié de l'histoire de la Belgique, qui est marquée par la colonisation, en fait. Et cette colonisation, elle explique et surtout, elle est la continuité des violences aujourd'hui qu'on retrouve à l'est du Congo, parce que cette colonisation, elle a jeté les bases de l'exploitation du peuple congolais et de l'exploitation des richesses congolaises. Et donc, moi, je le dis, et c'est pour ça que, voilà, j'ai beaucoup de détracteurs, mais je l'assume, je le dis ouvertement. Si la Belgique, elle est telle qu'elle est aujourd'hui et elle est aussi riche, c'est en grande partie grâce à la colonisation congolaise. Ça a le mérite d'être dit. Et c'est clair, en tout cas. Merci pour ces mots. Et tu arrives en Belgique, dans un climat qui est tout nouveau pour toi. D'ailleurs, tu es arrivé un peu avec des magouilles. Mais malheureusement, c'était ton seul salut, c'était ta survie. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de cette époque, s'il te plaît, de ta vie? Oui, donc quand je suis arrivée en Belgique, grâce à l'aide de notre famille, de nos tantes, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui, j'arrive dans un pays que je ne connais pas, il fait froid, j'étais très malade, j'avais eu la malaria pendant le voyage, donc on ne savait même pas si j'allais survivre. Honnêtement, les médecins me donnaient très peu de chances de survie. Bon, je suis encore là. Et je ne parle pas la langue. Et donc, en fait, très tôt, on a été confronté au racisme structurel belge. On a été confronté au racisme des lois d'asile et de migration belges, où on nous a rejeté nos demandes d'asile et d'immigration, alors qu'on avait des motifs extrêmement valides, à savoir qu'on fuyait la guerre et surtout, ma mère est moitié belge. Elle est métisse congolaise belge. Donc, son père est belge. Mais même malgré ces éléments-là, on nous a plusieurs fois donné l'ordre de quitter le territoire. Et en fait, c'est parce que les lois sont très problématiques en Belgique d'un point de vue du droit à l'asile et de l'immigration. Il faut savoir que la Belgique s'est fait condamner près de 9000 fois parce qu'il ne respecte pas ses propres règles. L'État ne respecte pas ses propres règles en matière de droit d'asile et d'immigration. Aujourd'hui, quand un demandeur d'asile arrive sur un territoire européen et en Belgique, la Belgique, normalement, a l'obligation de le recevoir et de le protéger. Parce que quand un demandeur d'asile demande l'asile, c'est une protection internationale qu'il demande. Et donc, c'est pas un droit. Enfin, c'est pas, en fait, un droit, c'est une obligation. Et la Belgique ne respecte pas ça et elle s'est fait condamner à l'international 9000 fois. C'est vous dire à quel point les règles sont extrêmement problématiques. Et parmi ces problèmes, il y a le racisme, et il faut le dire. Et moi, à 5 ans, j'ai été confrontée à ça. J'ai été confrontée à ce racisme où des agents étaient extrêmement méchants avec nous et on avait peur en permanence de devoir retourner et de se faire expulser. Et pire encore, quand on est arrivé à l'école, qu'on a réussi à trouver des écoles, j'ai vécu du harcèlement scolaire quasi toute ma scolarité, dès la primaire, parce que j'étais la seule petite fille noire dans ma classe. Mais si je peux me permettre de t'interrompre, excuse-moi, t'es arrivée directement à Bruxelles? Oui. Parce que tu sais, après, moi, comme je te l'ai dit avant l'émission, moi, j'ai eu l'occasion, de m'y rendre à Bruxelles. Et c'est un melting pot, il y a de tout là-bas. Ouais. Et c'était pas la même chose dans les années 90? C'était un peu moins. Mais il y avait quand même des gens qui te ressemblaient physiquement. Pas tant que ça. Honnêtement, ça dépendait des écoles. Mais nous, voilà, ma maman, elle a choisi une école dans une commune qui, à l'époque, était un petit peu moins diversifiée. Et du coup, quand on arrive dans cette école, dans la commune de Jette, eh bien, ma sœur et moi, on était les 2 seules petites filles noires dans nos classes. Et je peux vous dire, on se connaissait tous. On n'était pas les seuls noirs de l'école. On était peut-être une dizaine et on se connaissait tous parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Okay. Mais donc, par classe, on était à chaque fois assez seuls. Donc, moi, j'arrive dans cette classe où je suis la seule petite fille noire et directement, et en plus, je ne parle pas bien français, j'ai un fort accent quand je parle. Ma mère, elle me fait encore des coiffures traditionnelles, des coiffures au fil. Et tout ça, en fait, ça va me valoir beaucoup de moqueries et surtout de la violence verbale et de la violence physique.
on va me pousser. Je me souviens qu'on me jetait des ballons de foot et des ballons de basket sur le visage et dans le ventre. On me poussait, on jetait mon cartable par terre, on m'insultait, les petites filles m'insultaient, elles disaient que j'étais moche, que je ressemblais à du caca, enfin ce genre de choses. Et en fait, moi, je ne savais pas que c'était du harcèlement scolaire. Je pensais tout simplement que c'était de la méchanceté. C'est plus tard, en parlant à des psychologues de cette période, qui m'ont dit, en fait, mademoiselle, c'est du harcèlement, surtout que ça a duré toute votre scolarité. Donc oui, c'est bel et bien du harcèlement scolaire. Et voilà. Et quel souvenir, toi, tu gardes de toute cette jeunesse-là? Honnêtement... T'as des séquelles aujourd'hui encore? Ouais. Oui, j'ai des séquelles. Comme je l'ai dit, j'ai un syndrome post-traumatique complexe. C'est-à-dire que, en fait, on parle de syndrome post-traumatique complexe quand il y a plusieurs traumatismes très violents à laquelle la personne a dû être confrontée, et c'est mon cas. Il y a eu la guerre, il y a eu le harcèlement, et il y a eu, après aussi, des faits de violence sexuelle que j'ai vécus à gauche, à droite. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai énormément de séquelles. Je suis une personne qui vit avec de l'anxiété généralisée. Aussi, j'ai des troubles du sommeil. Donc, il y a des moments où j'ai de l'insomnie, je ne dors pas. Et une série d'autres tocs. Aujourd'hui, je ne sais pas dormir dans le noir. Je ne sais pas dormir toute seule. Voilà, j'ai plein de troubles avec lesquels je vis parce que j'ai vécu toutes ces violences et j'ai eu énormément de mal à me construire en tant que jeune femme et à trouver en fait confiance en moi, à avoir confiance en moi et me dire que le problème, c'est pas toi, Maggie, le problème, c'est la société dans laquelle tu vis. Et c'est quoi le remède pour s'affranchir de tout ça? La première chose, c'est vraiment libérer la parole. Parce que quand tu gardes ces choses en toi, ça te pourrit de l'intérieur. Donc moi, le fait d'en parler librement, ça me permet aussi d'extérioriser tout ça et de comprendre que le problème, il vient pas de moi. Il vient vraiment de la société dans laquelle on vit, qui est raciste, qui est sexiste, qui est capitaliste. Enfin, voilà. Il faut en parler, mais il faut aussi trouver des professionnels à qui en parler. Il faut pas avoir peur d'aller voir des psychologues ou des psychiatres. Moi, je le dis ouvertement parce que je veux vraiment briser la parole, briser le tabou sur la santé mentale dans la communauté afrodescendante. Moi, je me fais suivre par un psychiatre depuis 1 an. Et c'est ce psychiatre qui m'a permis d'être aussi paisible aujourd'hui quand je suis devant toi et que je parle de tout ça sans trembler presque, sans pleurer surtout, et que j'arrive à mettre des mots sur les violences que j'ai vécues. C'est grâce à cette personne. C'est parce que j'ai eu le courage de me dire, en fait, ça fait quasi 30 ans, Maggie, que tu vis tous ces problèmes, que tu ne dors pas, que tu fais des cauchemars tous les jours, que tu as des crises de panique à répétition, parfois 5, 6, 7 crises de panique par jour, où en fait, quand une crise de panique arrive, je tombe dans les pommes, puis je me réveille par terre, je suis incapable de bouger et mon corps tremble. C'est ça une crise de panique quand j'en ai. Et j'en avais 5 à 6 à 7 fois par jour, et dans les périodes les plus compliquées, ça pouvait monter jusqu'à 15 par jour. Et là, je me suis dit, c'est trop. Et surtout, quand je suis tombée enceinte, en fait, je me suis dit, waouh, tu vas mettre au monde un enfant qui n'a rien demandé. Il est hors de question que cet enfant ait des conséquences sur ce que toi, tu as vécu. Il est hors de question que tu transmettes les traumas que tu as vécus à cet enfant parce que cet enfant n'a rien demandé. Donc, dès le moment où je suis tombée enceinte, je me suis dit, c'est ta responsabilité en tant que mère de guérir pour faire vivre à cet enfant la vie qu'elle mérite. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre des thérapies chez mon psychiatre dès le moment où je suis tombée enceinte. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'il me suit. Et cette personne, je pourrais le dire, cette personne m'a sauvé la vie parce que j'avais des pensées extrêmement morbides, en fait. Et c'est mon psychiatre, ma famille et le fait que je sois tombée enceinte que je le dis aujourd'hui, je suis devant vous, forte, plus vivante que jamais et en pleine guérison. Ah, je suis admiratif, Maggie. Merci. Sincèrement. Et je vais te lancer sur un sujet un petit peu plus délicat. Tout à l'heure, tu parlais de violences sexuelles. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, c'est un sujet délicat. Donc, en fait, déjà, quand j'étais enfant, j'ai été violentée sexuellement par disons, des personnes qui côtoyaient mon cercle. Voilà, par respect pour mes proches, je n'en dirai pas plus, mais en fait, ça a été les débuts en fait des violences sexuelles que j'ai vécues. Donc il y a eu ça quand j'avais 11 ans, malheureusement. Et puis à la suite
de ma vie de jeune femme adulte, j'ai été agressée violemment, sexuellement 2 fois. Une fois dans la rue par un inconnu. Et une fois dans mon milieu professionnel, je faisais un stage. Encore une fois, pour protéger les personnes qui sont concernées, je n'en dirai pas plus, mais donc je faisais un stage et j'ai été agressée, harcelée sexuellement par un des supérieurs hiérarchiques dans ce stage-là. Donc oui, en fait, durant toute ma vie, j'ai eu 3 agressions sexuelles et violences sexuelles assez violentes. Toutes les agressions et violences sexuelles sont violentes, mais voilà. Ça a aussi fait partie des traumas que j'ai dû endurer en tant que jeune femme. Et d'un point de vue judiciaire, comment ça s'est terminé? Alors, c'est très compliqué. J'ai porté plainte 2 fois et la première plainte a été classée sans suite parce que comme c'était un inconnu dans la rue, on n'a jamais réussi à le retrouver, en tout cas pour celle-ci. La deuxième plainte, c'était un petit peu plus compliqué parce que je faisais mon stage dans un cabinet politique. Je le dis parce que ce sont des choses à dénoncer. J'en assumerai les conséquences. Je faisais mon stage dans un cabinet politique et donc, en fait, cette affaire, elle a été traitée sous scellé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas suivi le parcours ordinaire. Le procureur s'en est chargé directement et c'était à moi de revenir avec des preuves parce que quand même les accusations étaient graves et comme je l'ai dit, c'était le milieu politique, donc je ne dénonçais pas n'importe qui. Et j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que j'étais en dernière année de master. J'ai mis 9 ans à terminer mes études. Je me suis dit, tout peut être brisé à cause de ça. Tu as mis 9 ans à terminer tes études. Est-ce que tu as vraiment envie d'être confronté à ça? Et donc, j'ai eu peur. Et en fait, j'ai jamais été au bout de la procédure. Et donc, ça, c'est pas de la faute de la justice. C'est juste moi qui ai eu peur d'être confrontée en fait, à ces personnes qui ont du pouvoir. Parce qu'on parle du milieu politique. J'ai eu très peur des conséquences que ça aurait pu avoir sur ma famille, sur ma carrière et mes études, que j'avais mis 9 ans à terminer. Et voilà, aujourd'hui, j'en parle parce que je n'ai plus peur. Mais ça reste compliqué. Mais tu sais qu'il y a des affaires classées qui peuvent être réouvertes. Oui. Mais encore faut-il avoir la force parce qu'il faut savoir que sur 100% des personnes des femmes qui portent plainte pour violences sexuelles, seuls 10% des affaires aboutissent. Voilà. Donc, ça veut dire que 90% n'aboutissent pas. Et en plus, en fait, on demande à ces femmes un exercice extrêmement compliqué. Donc, on leur demande de réexpliquer des scènes de violence qu'elles ont vécues. Et c'est extrêmement traumatisant, en fait. Et bien souvent, la justice et le monde ne nous croient pas, nous traitent de menteuses. Et en fait, on se mange un retour de bâton et un backlash extrêmement violent qui fait que les femmes, aujourd'hui, quand elles vivent des viols, des violences sexuelles, elles n'ont même pas envie de porter plainte. Et ça a été, et c'est encore mon cas, aujourd'hui, je fais le choix de ne pas encore aller au bout de la procédure parce que je n'ai pas encore cette force. Un jour, je l'aurai, je le sais, et surtout parce que je ne veux pas transmettre ça à ma fille. Je veux qu'elle se dise que si un jour, que si un jour elle est confrontée à de la violence, je veux qu'elle n'ait pas peur d'y aller et qu'elle sache qu'elle est protégée. Mais c'est compliqué comme procédure quand on vit dans une société sexiste qui malheureusement accuse les femmes même quand elles ont raison. C'est douloureux tout ce que tu nous dénonces. Hein. Mais tu sais, aujourd'hui, et on se doit de le dire également, c'est que les choses sont quand même en train de changer. Mm-hmm. Tu vois, donc est-ce que c'est pas le moment toi-même d'aller de l'avant et justement de mener à bien ce combat? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais une fille et que pour elle, tu es parti notamment voir le psychiatre, etc. Et c'est des choses qui sont totalement louables. Et moi, je salue ta grandeur. Mais là, pour quelque chose comme ça, est-ce que tu ne devrais pas continuer sur cette voie-là? Et je le ferai. Déjà, le fait que je t'en parle et que je sais qu'il y a potentiellement des milliers de personnes qui vont voir ça, c'est déjà une victoire pour moi. Parce que ça démontre déjà que je n'ai plus peur, en fait. Je n'ai plus peur de ce système, je n'ai plus peur d'être confrontée à cette personne. Mais je t'avoue que jusqu'à récemment, rien que le fait d'en parler, je m'effondrais en larmes.
je m'effondrais en larmes et j'avais des crises de panique violentes parce que ça a été un épisode extrêmement douloureux qui a duré plusieurs mois, ce harcèlement. Et donc, il a fallu que je prenne le temps de guérir de ça et de trouver la force d'en parler et de dénoncer. Donc là, si je le fais déjà, c'est parce que je veux dénoncer ça, je veux montrer que je n'ai plus peur. Et la prochaine étape, crois-moi, ce sera devant la justice, oui. En tout cas, je salue ton courage et merci de nous confier ces lourds secrets, parce que c'est pas facile, mais s'il y en a qui peuvent se reconnaître justement à travers ton témoignage et montrer qu'il ne faut pas se laisser faire, surtout pas, et il faut que ces criminels soient assignés devant la justice. Donc, merci pour tout ça encore, Maggie, sincèrement. Et toi, tu as vu la ville de Bruxelles se transformer, parce que tout à l'heure, tu disais que dans les années 90, pour reprendre ici, on dit les années 90, mais tu disais que voilà, il n'y avait pas encore un melting pot qui était ancré. Des années plus tard, oui. On voit qu'il y a la communauté congolaise qui est très, très, très soudée là-bas, qui dénonce, qui fait des marches. Parfois, moi-même, je regarde de Paris les capsules qu'on m'envoie, etc. En termes de solidarité et d'éveil même politique, toi, c'est des choses que tu peux saluer. Déjà, c'est des choses que tu constates? Oui, bien sûr. En tant que la communauté afrodescendante en Belgique, on est quand même, je dirais, assez soudés. Et on le devient de plus en plus. En tout cas, ma génération, on est de plus en plus soudés. Dès qu'il y a une personne afrodescendante qui va ouvrir un business ou quoi, tu vas nous voir, on va courir pour aller consommer afro, comme on dit. Et en fait, je dirais qu'on n'a pas le choix que d'être activiste, militant, parce qu'on est confronté à une société qui est extrêmement violente vis-à-vis des personnes comme nous, qui est extrêmement raciste, disons-le. Et donc, en fait, dénoncer, se mobiliser, sensibiliser, ce sont des actions qu'on a mis en place pour survivre et pour permettre aux générations futures d'avoir encore plus de droits, encore plus de liberté et ne pas vivre ce que nous, on a vécu. Si moi, je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes avant moi qui ont combattu pour me donner les droits que j'ai. Il y a des femmes qui ont combattu pour que je puisse aller voter, pour que je puisse avoir une carrière. Absolument. Il y a des hommes qui ont combattu, qui ont ouvert la porte à ces femmes. Et il y a des personnes comme Martin Luther King, Angela Davis, qui ont combattu toute leur vie pour qu'on puisse être reconnus comme des êtres humains avant tout, et non pas comme des esclaves en tant que personnes noires, par exemple. Et aujourd'hui, nous, on continue ces combats-là. Et en Belgique, en tout cas, moi, je suis dans le milieu militant. Et oui, c'est un milieu extrêmement soudé où, voilà, on est très solidaires. Et oui, on est très solidaires pour faire avancer la Belgique et faire en sorte que, au-delà du fait qu'on est un très beau pays avec une très belle diversité, Bruxelles, c'est la deuxième ville la plus diversifiée au monde, après Dubaï. C'est là où il y a le plus de diversité. Bruxelles, c'est quand même incroyable. On est la capitale de l'Europe et on estime que nos lois doivent aussi refléter cette diversité. Et malheureusement, ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Et sans transition, je vais te parler du Congo. On va partout ici. Pourquoi avoir décidé de retourner à Bukavu? Parce que tu aurais pu rester sur les mêmes positions que ta maman. Non, moi, c'était vraiment... J'avais besoin de remettre... Comme quand tu fais un puzzle, j'avais besoin de remplir des cases du puzzle de ma vie. Et donc, et surtout, j'avais envie de revoir mon frère. Ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas vu. Et comme je suis la cadette, j'ai toujours été assez chouchoutée, très chouchoutée même. Faut être honnête. Et c'était le cas aussi par mon frère. Et donc, moi, je me souviens de notre relation fusionnelle, mon grand frère et moi. Et ça me manquait. Ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas vu. De temps en temps, on s'appelait, mais c'est tout. Et donc, quand on a eu l'occasion en 2012 d'y retourner, ma sœur et moi, on a sauté sur l'occasion. Et ça a été un voyage initiatique qui m'a permis de comprendre que les souvenirs que j'avais étaient réels. Parce que j'ai revu ma maison. Elle n'avait pas du tout changé, les couleurs des murs étaient pareilles, les pièces, l'agencement, c'était pareil que dans mes souvenirs. J'ai revu mon école et ça aussi, c'était pareil, quoi. Pareil que dans mes souvenirs. Notre rue aussi, elle avait un peu changé, mais globalement, c'était resté la même. Et puis surtout, j'ai retrouvé mon grand frère. Et
quand on s'est revus sur le tarmac de l'aéroport, on s'est effondré en larmes. Et je me souviens, on se lâchait plus la main, quoi. Et c'était toujours une zone à risque? Oui, et jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, Bukavu, c'est considéré comme une zone à risque parce que, avec les rebelles qui rôdent toujours dans les parages, on est à l'abri de rien. Et d'un point de vue gouvernemental, est-ce que toi, tu sens qu'il y a des choses que les gens veulent faire justement pour une certaine accalmie ou... Dis-moi tout, parce que tu sais, il y a quelque temps, Fali, justement, avait marché avec le président, donc il y avait des opposants et des partisans. Donc, toi, c'est quoi, toi, ton regard par rapport à tout ça, en toute transparence? Ben moi, je constate que on a une génération qui est de plus en plus militante, une génération panafricaine, afrodescendante, la diaspora. Et en fait, moi, je constate que il y a un ordre mondial qui fait qu'il y a des personnes qui sont systématiquement dominées et on en a marre d'être dominé. On en a marre de ne pas pouvoir bénéficier et profiter de nos richesses. Et donc, moi, je suis extrêmement heureuse quand je vois que cette vague de mobilisation, elle est mondiale et pas seulement dans la communauté afrodescendante congolaise, elle est aussi mondiale vis-à-vis des autres communautés qui ouvrent les yeux et qui prennent conscience, en fait, de ces violences qui durent depuis 30 ans, disons-le, et qui ont déjà fait plus de 10 millions de morts. Eh bien, moi, je suis extrêmement heureuse quand je vois que le monde entier est en train de se mobiliser et d'ouvrir les yeux pour dénoncer et arrêter ce silence vis-à-vis de cette situation. Et ce n'est que comme ça qu'on arrivera à renverser la situation et à changer les règles du jeu et à faire en sorte que ces populations, que ce soit au Congo ou en Palestine, à Gaza, que ces populations puissent retrouver leurs terres, qu'on puisse mettre fin à la colonisation ou à la néocolonisation et surtout qu'on puisse retrouver la paix. C'est tout ce qu'on demande, en fait. Mais la communauté internationale est plutôt silencieuse. Effectivement, elle est plutôt silencieuse là-dessus, oui. On constate un double mesure, double poids. C'est quoi l'expression française? Excuse-moi, c'est toujours pas ma langue natale, le français. C'est toujours le swahili, mais deux poids, deux mesures. Voilà, c'est ça. Mais donc oui, on constate un 2 poids 2 mesures par rapport à certains conflits. C'est-à-dire que quand il y a la guerre en Ukraine et en Russie, on voit à quel point cette population est traitée avec dignité. Et à juste titre, parce que c'est comme ça que des populations, que tout le monde devrait être traité. Cette population est traitée avec dignité, il y a des sanctions, il y a des dénonciations, on en parle partout. Et c'est très bien, mais pourquoi on ne fait pas la même chose pour les autres? C'est ça la question qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose pour les autres? Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le droit à cette même dignité? Et est-ce que toi, il y a des personnages emblématiques qui t'ont inspiré? Ou du moins, tu sais, là, il y a le médecin Denis Mukwege, par exemple, qui fait énormément... Il y a Dadju même qui bosse avec lui sur beaucoup de thématiques. Est-ce que toi, il y a des choses que tu tenterais de mettre en place ou du moins que tu aspires à mettre en place? Moi, j'ai toujours voulu créer une association pour les enfants. Ça, ce serait mon plus grand rêve. Là, j'en ai créé une, mais pour les femmes racisées. Parce que quand on est une femme racisée, on subit de multiples obstacles et discriminations. Et en fait, mon association permettrait de lutter contre tout ça. Mais dans un futur proche, j'aimerais bien retourner au Kivu et mettre en place une association. Là, je travaille déjà avec une association locale qui s'appelle Jama Grand Lac et qui travaille dans les camps de réfugiés, plus particulièrement à Goma. Et ils aident en fait les populations de déplacés à avoir des vivres, à avoir des tentes et à avoir des premiers soins quand ils arrivent blessés, particulièrement les femmes qui subissent encore le viol comme arme de guerre. Et donc, je travaille avec eux à distance. On essaie de trouver des moyens de récolter des fonds pour leur envoyer et surtout visibiliser leur travail. Et donc, ce sont des actions que j'essaie de mettre en place ici, mais je me sens extrêmement impuissante, en fait, en étant ici. J'aimerais trouver des solutions miracles, mais voilà, et c'est pour ça que je continue à dénoncer et à me mobiliser comme je peux, à organiser des marches avec les militants afrodescendants belges. Mais donc, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui m'inspirent? Oui. Mes premières sources d'inspiration, ce sont ma mère et ma sœur.
ma mère, elle a tout abandonné pour nous. Elle nous a sauvé la vie. Et quand on est arrivé ici, elle nous a élevés toute seule. Avant que mon père arrive, puis après, quand mon père a été médecin sans frontières et que du coup, il voyageait énormément et qu'il n'était pas souvent là, ma mère nous a élevés toute seule. Et du coup, ma sœur, ça a été un peu une mère de substitution. Et honnêtement, je leur dois tout. Et c'est elle, mes sources d'inspiration à chaque fois. Ta sœur qui a 2 ans de plus que toi? Ouais, ma sœur qui s'appelle Princesse et qui a 2 ans de plus que moi. Et donc, moi, quand on me demande qui t'inspire au quotidien, c'est toujours les mêmes noms. C'est maman et princesse. Et est-ce que, on les salue déjà au passage chaleureusement, et est-ce que finalement, en faisant des études, tu t'es pas dit que, tu sais, nos parents, c'est l'ancienne école, donc forcément le salut passe uniquement par les études. Est-ce que toi, c'était pas finalement la même chose, tout en sachant que tu viens de là-bas, tu as vu ce qui se passait et tu as vu que les gens qui faisaient avancer les choses, bouger les lignes, c'était des gens qui étaient lettrés, des gens qui étaient câblés intellectuellement. Donc ça, c'est des choses que tu t'es gardé en tête? Ouais. C'est des choses que mon papa nous a toujours inculquées, Ok. que notre salut et notre dignité passera par les études. Il nous a toujours dit, si vous voulez vous en sortir dans la vie, il faut être éduqué. Et notre mère aussi. Et donc, moi, dès le plus jeune âge, je savais que si je voulais réussir dans la vie, je devais étudier. Et même si les professeurs ont essayé de me réorienter à plusieurs reprises et m'ont dit, tu ne feras jamais de grandes études parce que tu n'es pas assez intelligente, Maggie, moi, même si on me disait tout ça, j'étais persuadée que j'allais y arriver. Ça m'a mis 9 ans à avoir mes diplômes, mais aujourd'hui, j'ai 2 diplômes. Et je le dis toujours aux jeunes générations que je croise, étudiez. L'éducation, c'est vraiment la clé du changement. Au plus vous êtes éduqué, au moins on pourra vous manipuler. Exactement. Et donc, quand on dit aujourd'hui, oui, non, il faut pas faire d'études parce que tu peux réussir et avoir de l'argent autrement, je ne dis pas le contraire. Tu peux gagner ta vie autrement qu'en faisant des études, mais trouver des moyens quand même de rester un maximum éduqué, parce que l'éducation est une arme du changement. Ah, tu nous fais du bien. C'est ces paroles qu'on aime entendre et je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Maggie. Et merci. De rien. Et tu sais, tu nous parles d'études depuis tout à l'heure. Tu fais quoi pour gagner ta vie? Tu exerces dans quoi? Alors, moi, pour gagner ma vie, Ouais. Je suis conseillère politique. Plus précisément, je suis conseillère politique et assistante du chef cabinet. Je travaille pour la ministre fédérale belge de l'Environnement. Et donc, en gros, je suis conseillère environnement sur les questions d'économie circulaire. C'est des mots un peu, très politiques. Mais donc, je suis conseillère sur les questions d'économie circulaire. Et à côté de ça, je suis assistante du chef cabinet de cette ministre-là. Tu gagnes bien ta vie? Bah oui, j'ai pas à me plaindre en tout cas, honnêtement. C'est pas une question déplacée, hein? Non, mais oui, honnêtement, je gagne bien ma vie. Et j'ai travaillé dur pour. Eh ben, tu mérites, tu brilles et ça fait du bien de t'entendre comme ça, sincèrement. Et ce sera ma dernière question, Maggie. Tout à l'heure, tu disais que vous étiez quand même aisée financièrement, beaucoup mieux que beaucoup de personnes. Quand vous êtes arrivé en Belgique, tu m'as dit que c'était, enfin, tu m'as pas dit, mais j'ai cru comprendre, que c'était assez ric-rac. Ouais. Et par la suite, vous étiez comment? Quand on est arrivé ici, on a été confronté à la misère. Si on a su se retourner, c'est grâce à la famille qu'on avait ici, grâce à mes tantes qui nous ont aidés. Et puis après, ma mère, elle a dû enchaîner 3, 4 boulots en noir pour qu'on réussisse au moins à payer le loyer et avoir un minimum à manger. Mais donc, toute notre vie, les premières années, quand on a réussi à trouver un logement, on vivait dans un 2 pièces. Dans un 2 pièces, on était à 5. Mes frères et ma mère, mon père, moi, on vivait dans ces 2 pièces-là. Et puis après, quand on a réussi à avoir un appartement avec 2 chambres, là aussi, c'était très précaire parce que on vivait grâce aux aides sociales, disons-le. Ma mère, elle enchaînait les boulots au noir pour pouvoir s'en sortir. Mon papa, il avait beau être médecin, il a choisi d'être médecin sans frontières. Donc, il faut savoir que ces personnes sont payées un peu comme des bénévoles et gagnent en fait très mal leur vie.
Et donc, en fait, il y avait des jours où on n'avait pas à manger. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de personnes qui arrivent en Belgique, qui sont demandeurs d'asile et qui se retrouvent dans une précarité immense. Moi, mes frères et sœurs et moi, si on a pu étudier, c'est parce que dès qu'on a eu l'âge de travailler à 16 ans, on a commencé à travailler pour aider nos parents pour financer nos études. Parce que nos parents ne pouvaient pas nous permettre de nous envoyer à l'université avec leurs propres moyens. Bien que ma mère, elle se sacrifiait littéralement pour nous, elle n'avait pas suffisamment pour payer le loyer, nous donner à manger et payer nos études. 3 enfants, c'était pas possible. Donc moi, depuis que j'ai 16 ans, en fait, je travaille. Et quand j'ai eu l'âge d'habiter toute seule et que j'étudiais encore, j'enchaînais aussi, malgré les études, j'avais 3 boulots. Je commençais à 5 heures du matin, puis après, j'allais en cours, puis après, le soir, je travaillais encore dans un restaurant, puis je faisais du babysitting sur le côté. Je terminais à des 3-4 heures du matin pour reprendre à nouveau le même rythme le lendemain. Tout ça pour pouvoir payer mon loyer, payer mes études et avoir à manger. Et donc, il y avait des jours où, même quand j'étais étudiante, que j'avais 21, 22 ans, il y avait des jours où je ne mangeais pas en tant qu'étudiante parce que j'avais pas assez d'argent, parce que je devais faire le choix entre payer ton loyer, payer mes études parce que ça coûte, ou manger. Et donc, je faisais le choix de payer mon loyer pour avoir un toit, payer mes études pour pouvoir continuer à m'éduquer, et je faisais le choix de ne pas manger. Et ça m'est arrivé pendant plusieurs années, quand j'étais petite, et puis par la suite. Donc, vraiment, toute ma vingtaine, toute ma vie, en fait, ça a été la galère financière. Et puis, j'ai eu mes diplômes, et heureusement, grâce à l'univers, j'ai pas eu du mal à trouver un emploi, des bons emplois. Et j'ai immédiatement commencé à travailler d'abord en tant que chargée de plaidoyer, où je travaillais pas directement, mais en collaboration avec des ministres. Et puis après, j'ai trouvé un poste dans un cabinet ministériel. Et je dirais, honnêtement, ça fait que depuis 2-3 ans que je gagne ma vie de façon très correcte, quoi. Franchement, tu nous fais du bien, Maggie, sincèrement. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous envoies, tout ce que tu nous donnes. Honnêtement, tu te rends pas compte. Je ne cesse de le répéter. Les gens vont dire que je rabâche, mais je dois une énième fois le dire, ça sauve des vies. Donc, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions pour ta venue, pour ce partage. Merci à vous. Pour ta générosité, et on te souhaite plein de bonnes choses, Maggie. Merci. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec la grande Maggie pour We Hustle, mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.